Madame, Messieurs, c'est encore toujours un réel plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année 2025 pour parler des questions environnementales et du développement durable dans le cadre de cette émission Vers Info. Vers Info de ce jour sera consacré à la rétrospective de 2024. Autant d'actualités se sont déroulées tout au long de l'année 2024. Nous avons choisi un certain nombre de reportages que nous avons réalisés tout au long de l'année 2024 pour vous proposer et vous remémorer la mémoire, pour vous permettre en fait de savoir ce que nous avons couvert comme actualité dans le cadre de cette émission Vers Info. Une fois de plus, bienvenue à ces numéros, la première édition de ce magazine Vers Info pour cette année 2025. La COP 29 a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. C'était au mois de novembre 2024. La République démocratique du Congo a pris part à cette édition de la 29e édition de la COP 29, la conférence des parties à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qu'on abrège par COP. Qu'est-ce qui a été dit à cette activité ou à cette conférence? La République démocratique du Congo était portée par la première ministre, notre première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Je vous convie à suivre ce reportage qui a été réalisé par nos confrères de l'agence Galaxy Media. Regardez. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a représenté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 qui se tient à Bakou, capitale de la République d'Azerbaïdjan. Quelques heures après son arrivée, Judith Suminwa Tuluka a échangé avec les délégations congolaises qui prennent part à cet événement mondial. Dans son allocution, elle a appelé ses compatriotes à porter haut la voix du Congo démocratique pour gagner le combat de la compensation financière équitable des crédits carbone. La question du changement climatique est une question clé aujourd'hui pour le devenir du monde, mais aussi pour le développement durable de notre pays. Mais au-delà de cela, nous sommes dans une position par rapport à notre potentiel tant en termes de biodiversité, au niveau des ressources hydrauliques, au niveau des ressources minérales stratégiques. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. À la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, Judith Suminwa Tuluka a tenu une série d'échanges avec plusieurs dignitaires mondiaux sur les questions relatives à la coopération bilatérale et à la lutte contre les changements climatiques. Devant les chefs d'État et plusieurs dignitaires mondiaux, la chef du gouvernement congolais a appelé à une action collective pour freiner les effets néfastes du changement climatique. Nous sommes réunis ici à Bakou, à la COP29, à un moment où notre planète fait face à une urgence climatique sans précédent. Nous constatons tous que le changement climatique s'accélère, compromettant nos projections et notre capacité d'adaptation. La clé réside dans l'action collective qui doit être ambitieuse et reposer sur les principes de justice, d'équité et de solidarité. Représentant le chef de l'État à la réunion présidentielle organisée par la Banque africaine de développement BAD qui s'est penchée sur le financement de la lutte contre les changements climatiques et la comptabilisation du capital humain par les pays africains. Dans ce cadre, Judith Suminwa Tuluka a revendiqué la valorisation adéquate du capital naturel de la RDC qui rend d'importants services environnementaux et écosystémiques. Au niveau international, ce patrimoine contribue à stabiliser le climat. Au niveau régional, ce patrimoine contribue à réguler les ressources en eau, en microclimat. Au niveau national, ce patrimoine sert de source principale aux besoins alimentaires et sanitaires. La COP 29, c'était donc au mois de novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Mais ici, en République démocratique du Congo, au pays, ou à Kinshasa, de façon particulière,
Il y a eu beaucoup d'autres activités qui ont été organisées, surtout par les organisations de la société civile congolaise qui militent pour un environnement sain, pour de l'énergie propre et un accès à l'énergie propre. Voilà pourquoi nous allons donc parler de l'accès à l'énergie. D'abord, avec le nouveau visage du projet Grand Tinga, au cours d'un atelier organisé par le Centre congolais pour les droits du développement durable. Il a donc été évoqué les nouveaux contours de ce projet INGA qui doit donner de l'énergie non seulement à la République démocratique du Congo, mais aussi à certains autres pays de l'Afrique centrale ou même de l'Afrique tout entière. Voilà pourquoi je vous amène à revivre cette activité organisé par le Centre congolais du droit pour le développement durable CODED en rapport avec le nouveau contexte de Grand Tinga. Les nouveaux rebondissements du projet INGA ne cessent de susciter des réactions au sein de la société civile congolaise. Depuis 2013, plusieurs protocoles d'accord ont été conclus sur INGA sans connaître un début de mise en œuvre. Aujourd'hui, par le biais de l'Agence pour le développement du projet Grand Tinga ADEPI, la République démocratique du Congo venait de signer un autre accord avec National Oilfield Services Limited en remplacement du groupe Fortescue Future Industries, signataire d'un protocole similaire en 2020. Compte tenu de ces rebondissements, le Centre congolais pour les droits du développement durable CODED a organisé vendredi 9 août 2024 en Silicon Village un atelier d'information sur le nouveau contexte du projet INGA à l'endroit des journalistes et des membres de la société civile. L'activité avait son pesant d'or, compte tenu des grands enjeux que présente le projet INGA, non seulement pour la RDC, mais aussi et surtout pour les continents africains. Le secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique CORAP l'a souligné au cours de son intervention sur l'évolution du projet Grand Tinga face aux problèmes de vision. Emmanuel Moussouyou a indiqué que plusieurs accords ont été signés dans le cadre de ce projet, mais qui n'ont jamais connu un début d'exécution et n'ont jamais été respectés. Sans vision claire, rien ne pourra se réaliser avec INGA, a conclu le secrétaire exécutif de la CORAP. La signature de tous ces accords non mis en œuvre est un danger pour la République du fait qu'il y a des conséquences juridiques et économiques y afférentes, a fait remarquer le président du CODED. Pour Maître Éric Kassongo, faute d'un règlement à l'amiable, ce sont des tribunaux étrangers qui vont trancher, à l'instar du tribunal arbitral de Paris. La réflexion que nous avons faite, c'est que c'est quand même pas normal que sur un seul projet, on ait autant d'arrangements et qui peuvent avoir des conséquences juridiques pour le pays. Il faut dire que nous avons de la chance que ces investisseurs-là n'ont pas encore été saisir ces instances arbitrales pour demander à être dédommagés par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme investissement. Je ne suis pas en train de parler comme quelqu'un qui défend les investisseurs. Soyons clairs sur ce point. Je suis en train de voir les conséquences néfastes par rapport à la RDC en tant que gouvernement, par rapport aux engagements qu'il prend. Parce que si demain, nous sommes condamnés à payer de l'argent, c'est chacun de nous ici qui allons le sentir dans notre poche, parce que le gouvernement serait obligé de rembourser, de payer de l'argent pour dédommager un investisseur pour avoir conclu des contrats avec lui et ne les avoir pas respectés sur le terrain. Donc c'est là toute la préoccupation. Au-delà du fait que nous sommes intéressés dans la manière dont ce projet-là peut être gouverné, il y a aussi ces conséquences-là. Parce que comme je le dis, les gouvernements congolais ne se tournent pas seulement vers d'autres investisseurs, mais ils ne prennent pas soin de rompre le contrat qui était signé précédemment. Donc tous ces contrats-là sont comme des plaies béantes ouvertes dont on ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir demain sur le gouvernement congolais si les investisseurs décidaient d'aller en justice. Cette activité trouve son fondement dans le fait que la réalisation de ces projets INGA, qui coûterait beaucoup d'argent, peut occasionner des dégâts écologiques et sociaux considérables, une destruction probable des activités agricoles et de pêche au bord du fleuve Congo. D'où la nécessité pour les CODED d'informer les parties prenantes du nouveau contexte du projet INGA. Le projet INGA n'a pas de vision. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est clairement ça. N'a pas de vision. À chaque fois que vous parlez de INGA, vous entendez parler de INGA, c'est un investisseur
qui propose son scénario. Le chercheur et stratège Al Kitenge a souligné que le problème de la rupture de la Convention relative au développement d'industries vertes substantielles en RDC avec Fortescue Future Industries est celui d'une communication rompue par la partie congolaise. Toutefois, le groupe FFI est toujours disposé à renouer le dialogue avec le gouvernement congolais pour réaliser le gigantesque projet Grand Inga dans toutes ses phases, destiné à la production d'hydrogène vert, une énergie propre. Quelle forme d'énergie pour un développement durable de la RDC lutte contre le changement climatique oblige? Nous avons beaucoup de chance, nous, la RDC, c'est que 90% et plus de notre énergie est propre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même défi que les autres. Ça sous-entend qu'en fait, si nous faisons des investissements intensifs, et je vous le disais que de mon point de vue, l'énergie étant une ressource qui booste l'économie, nous devons être en mesure d'investir sur des petits, des moyens et des grands projets. Les Congolais devraient être les premiers investisseurs. Il y a plusieurs mécanismes de captation de l'énergie. L'un des mécanismes les plus simples, c'est l'argent qui est à la CNSS, qui nous appartient, qui appartient à tous les travailleurs, devrait être investi dans des programmes structurants. L'énergie étant au cœur du développement, le gouvernement congolais est appelé à mettre sur pied une vision claire afin de réaliser tant les grands que les petits projets d'infrastructures énergétiques capables de faciliter le développement du pays en tenant compte bien sûr des impacts environnementaux qu'il faut minimiser. Une planification efficace, une diversification du mix énergétique congolais sont entre autres les aspects sur lesquels le gouvernement doit se pencher. Restons encore dans ce secteur de l'énergie. L'accès à l'énergie pour les Congolais, c'est encore toujours un casse-tête, comme le confirme la CORAP, la Coalition des organisations de la société civile pour l'action publique et le suivi des réformes et l'action publique, CORAP, qui a organisé un deuxième forum national de la République démocratique du Congo sur l'accès à l'énergie. Vous savez que la RDC a été dotée d'une loi spécifique en ce qui concerne les secteurs de l'énergie, de l'électricité, mais 10 ans après, le bilan il est toujours mitigé par rapport à l'accès ou à l'amélioration de l'accès des Congolais à cette ressource, cette denrée indispensable. Je vous convie à suivre ce reportage que nous avions réalisé. C'était dans l'enceinte de l'INPP, l'Institut national des préparations professionnelles. C'est le deuxième forum national de la société civile sur l'énergie en RDC. Quid de l'accès à l'énergie des populations en RDC? C'est autour de ces grands thèmes que se déroulent depuis ce 20 août les travaux de la deuxième édition du Forum national de la société civile sur l'énergie. C'est le directeur de cabinet du ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a donné le coup d'envoi de ces assises appelées à trouver des solutions qui seront proposées au gouvernement pour un accès équitable à l'énergie par la population congolaise. Des solutions qui seront coulées sous forme de recommandations. 10 ans après la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC et 5 ans après la tenue de la première édition du forum, la société civile s'interroge sur les effets de la loi et des recommandations formulées, les taux d'accès à l'électricité étant toujours faibles, soit moins de 2% seulement d'augmentation de 2014 à 2024, a souligné Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP. Donc ce forum a pour, entre autres objectifs, d'évaluer la loi. La loi avait pour objectif justement d'améliorer la desserte en énergie, d'améliorer le cadre légal, opérationnel du secteur. Mais aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte qu'on est toujours à 7,14% du taux d'accès à l'électricité. Alors on se dit, est-ce que la loi a effectivement apporté quelque chose? Les forums constituent ainsi un cadre de discussion constructive sur le développement du secteur de l'énergie, débouchant à des propositions de solutions durables pour l'accès de tous à l'énergie en RDC. Les participants, pendant les 3 jours des échanges, réfléchissent sur les défis de la transition énergétique en RDC, évaluent les 10 ans de la mise en œuvre de la loi relative au secteur de l'électricité en RDC,
formule des propositions sur le point de la loi à réviser et renforcer les plaidoyers pour l'accès de tous à l'énergie en RDC et autres. Signalons que la cérémonie d'ouverture a été ponctuée par les interventions du stratège Al Kitenge qui a donné un aperçu général du secteur de l'électricité en RDC, du directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Le panel de la première journée ont été animés par Maître Eric Kassongo, directeur exécutif du Centre congolais pour les droits du développement durable CODED, et de Maître Declerc Mavinga, parlant des défis et des axes de la loi portant libéralisation du secteur. Voilà, c'était là donc le deuxième forum national de la société civile sur l'énergie en RDC organisé par la CORAP. Nous allons parler énergie toujours, mais maintenant dans le cadre de l'eau. L'eau, c'est une ressource indispensable également pour les Congolais ou pour tout citoyen, mais l'accès à l'eau potable, c'est aussi un problème, un casse-tête, mais surtout au service qu'offrent les ressources en eau. Pourquoi c'est un problème? C'est parce qu'il y a d'abord cet aspect lié à la formation. Il y a une main-d'œuvre insuffisante pour gérer les ressources en eau. Voilà pourquoi l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa se donne comme mission, entre autres, de former l'élite qui doit gérer la ressource en eau en République démocratique du Congo et dans les bassins du Congo. Voilà pourquoi cette école forme des docteurs, des gestionnaires, des techniciens en gestion des ressources en eau. Et d'ailleurs, il y a eu 2 doctorats qui ont été déjà collés au niveau, 2 docteurs, disons, qui ont déjà été collés au niveau de l'école régionale de l'eau. Ils ont défendu leur thèse de doctorat. C'était au mois de décembre 2024. Je vous appelle de découvrir les reportages réalisés à l'occasion de la défense des thèses de doctorat à l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Après la défense avec brio de la première thèse de doctorat de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa par Jamel Keshnitz, sanctionnée par une plus grande distinction, c'était au tour de Madame Zwera Sani Boubacar Goubé Gao de passer le même exercice jeudi 26 décembre 2024. Devant les membres du jury composé d'éminents professeurs et les autorités académiques de l'Université de Kinshasa, le récipiendaire Zwera Sani a décortiqué avec le maximum de maîtrise sa thèse intitulée « Développement d'une approche permettant d'équilibrer les usages de l'eau et la protection de la qualité de l'eau d'un écosystème riverain urbain, cas du bassin versant de la rivière Ndjili à Kinshasa en RDC. » Promoteur de la thèse, le professeur Adim Bouyi de l'Université de Kinshasa, premier copromoteur, professeur Raphaël Chimanga de l'Université de Kinshasa et directeur de l'école régionale de l'eau, et deuxième copromoteur, professeur Nelson Ogene Karo de l'Université de Rhodes en Afrique du Sud. L'analyse de couverture terrestre du cours inférieur du bassin versant de la rivière Ndjili nous a permis de déterminer 8 catégories d'occupation de sol. Après l'exposé du récipiendaire sur sa thèse, le professeur Claude Kachaka, président du jury, annonce la décision suivante. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Madame Sani Boubacar Goubé Gao Zwera a réussi avec la mention grande distinction. Zwera Sani est désormais docteur en sciences des ressources en eau, deuxième docteur à thèse de l'école régionale de l'eau de l'Unikin, une prouesse pour cette école dirigée par le professeur Raphaël Chimanga, qui forme des techniciens dans les questions des ressources en eau dans les bassins du Congo, utiles pour la sous-région, l'Afrique et même le monde. Dans ce mot de circonstance, le professeur Raphaël Chimanga, après avoir remercié les enseignants de l'école, a invité les uns et les autres au sacrifice pour relever les défis de la gestion des ressources en eau en République démocratique du Congo et dans le bassin du Congo. Il n'y a pas de bons résultats d'excellence sans sacrifice. Si nous refusons de faire des sacrifices dans notre nation, nous allons toujours commencer à nous accuser, à accuser les décideurs.
Je crois qu'il est temps que nous puissions prendre conscience, que nous puissions faire les sacrifices afin de pouvoir relever les défis du secteur des ressources en eau. J'ai toujours dit que nous devons garder nos forêts pour que nos forêts continuent à nous produire des flux hydrologiques. Le minerai vont devoir s'épuiser, mais les ressources en eau, nous devons les utiliser pour pouvoir nous développer. Je rappelle toujours ce principe, c'est que l'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages et devrait être traitée comme un bien économique. Au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique, le professeur Charles Odiko Lokanga, a procédé à la collation des grades académiques à la nouvelle docteur à thèse de l'école régionale de l'eau de l'Unikin. Dans la Rome antique, tous ceux qui ont chanté les hauts faits de la Rome pouvaient bénéficier de la nationalité. Et donc, on ne pouvait pas les considérer comme des peuples barbares. Cette thèse d'aujourd'hui, elle n'a pas les premiers résultats, ce sont les résultats de la République démocratique du Congo. Et je vais souligner que ce n'est pas une thèse pour obtenir les grades de docteur seulement en ressources en eau. C'est une thèse qui propose des solutions concrètes aux problèmes de la société, et d'abord de la société congolaise. Les questions de gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo sont cruciales pour assurer le développement de la sous-région et de ses habitants, tout en permettant à ces derniers de tirer le maximum des bénéfices des services rendus par les services en eau. Nous avons des sérieux problèmes d'accès aux services de ressources en eau. Et la difficulté, c'est quoi? C'est l'expertise, le manque d'expertise, le manque de ressources humaines. C'est ainsi que l'Université de Kinshasa, dans sa vision d'internationalisation, a créé cette école doctorale, l'école régionale de l'eau, qui se veut une école d'excellence. Et je crois que ce travail, et le travail qui venait d'être défendu il y a quelques semaines, montre déjà cette voie d'excellence. Dans ce sens, l'école régionale de l'eau de l'Unikin continuera à jouer son rôle de premier plan dans la formation d'une élite capable d'apporter une contribution significative dans les questions de l'eau, denrée indispensable au développement du bassin du Congo qui dispose d'énormes potentialités appelées à contribuer au développement socio-économique de ses habitants. L'eau douce ayant une valeur économique, elle constitue donc un bien économique dans tous ses usages. Terminons cette rétrospective, du moins pour quelques éléments que nous avons sélectionnés avec le CODELT. Le CODELT, c'est le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, qui a organisé d'abord des focus group sur l'amélioration de l'offre de carbone en République démocratique du Congo et puis un atelier de mise en commun des résultats obtenus lors de 3 focus group qui a mis autour de la table d'abord la société civile, le secteur privé et puis les défenseurs des droits des communautés ainsi que l'administration publique congolaise. Je vous prie donc de suivre ces reportages réalisés en marge de l'atelier de mise en commun des résultats de cet atelier de mise en commun des résultats des focus group et en marge de l'amélioration de l'offre nationale de carbone en République démocratique du Congo. En présence des représentants du gouvernement, organisations de la société civile et associations communautaires, partenaires techniques et financiers ainsi qu'experts et consultants en marché des carbones, l'atelier des mises en commun des résultats des focus group s'est tenu avec un credo crucial, celui de la consolidation des recommandations pour l'amélioration de l'offre nationale d'actifs de carbone et intégration de la transition juste. Organisé par le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT, cet événement s'est déroulé à Kinshasa avec un objectif clair, mieux positionner la RDC sur ses marchés tout en intégrant le principe d'une transition juste. Floribert Niamoga, expert en marché des carbone, a rappelé ce que c'est le marché carbone. Le marché carbone, c'est un système d'échange des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qui sont certifiés dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Pour enrichir le débat, les travaux se sont déroulés en 3 groupes thématiques.
Le premier s'est concentré sur la gouvernance et cadre institutionnel, le deuxième sur la participation des communautés et le respect des droits humains, et enfin le troisième sur la mobilisation des ressources financières et les techniques d'accompagnement. Chaque groupe a identifié les problèmes et proposé des recommandations pour inscrire en lettres d'or le marché carbone en RDC. Une feuille de route stratégique a été adoptée pour améliorer la gouvernance, renforcer la coopération entre acteurs et garantir des bénéfices équitables pour les communautés vivant aux côtés des projets de carbone. Floribert Nyamoga a souligné l'importance de la collaboration dans ces processus. On a remarqué que le gouvernement est en train de travailler sur la régulation d'un marché. Mais un marché, ça veut dire une offre et une demande. Nous avons constaté au sein de la société civile qu'il n'y a pas encore une offre suffisante de crédit carbone pour la RDC de façon à ce qu'on puisse avoir de la matière à réguler sur le marché. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait une dizaine de projets de la RDC qui soient actifs, des projets carbone. Et avec 10 projets, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien de créer tout un organe de régulation pour 10 projets. Nous, on s'est dit, pendant que le gouvernement travaille sur la régulation, sur la gouvernance, nous, on va travailler sur les conditions qu'il faut mettre en place pour accroître l'offre nationale de crédit carbone. Notre souhait, c'est de voir que demain, après-demain, dans une année, dans 5 ans, on puisse avoir une centaine de portefeuilles carbone au Congo, 200, 300, 400, pourquoi pas, afin que l'autorité qui va réguler puisse avoir vraiment de la matière. Et peut-être que dans les jours qui viennent, on peut développer une bourse de carbone au Congo lorsqu'on aura généré assez de crédits pour créer une place boursière pour pouvoir les revendre et mieux en tirer les meilleurs bénéfices. Donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes inscrits dans cette démarche pour compléter celle que l'État est en train de mettre en place. Avec cet engagement et le soutien des partenaires comme Rocevac et Olof Palme International Center, la RDC pourrait devenir un acteur clé dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Un comité de suivi sera mis en place pour garantir la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier. Madame, Messieurs, voilà qui boucle cette émission rétrospective de votre magazine Vers Info qui reviendra bien sûr déjà la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir et avec d'autres informations pour ce qui concerne l'environnement et le développement durable. Au revoir et à très bientôt.